Imhotep, Bekannefer ou Maître Nefer, soyez les bienvenus sur les plateaux du Père Ankh Mtouti, de l'Académie de la culture noire Kéméti et du mouvement culturel, littéraire et religieux Kouch Kamit Congo. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau de Alafiaet. Et nous allons aujourd'hui entamer un titre, ou disons, nous allons vous présenter l'ouverture de la 6e édition, introduction et présentation. Et puis nous allons aussi parler de la malédiction des familles et comment s'en débarrasser. La fois dernière que nous avons parlé de la malédiction, nous avons tout de suite récit un commentaire disant voilà pourquoi parle-t-on de la malédiction et ainsi de suite. Je vais ici préciser que nous avons une approche typiquement scientifique sur tous les thèmes que nous affrontons dans les Kouch Kamit Congo. Bien entendu, nous savons que certains mots, nous ne pouvons pas les éviter, ont toujours une connotation de nature philologique. Et la philologie débutant ou débouchant assez de manière pratique sur la superstition, eh bien, il y a une tendance d'émotionnaliser les expressions. Ici, loin de là, je peux tout de suite commencer par vous garantir une certaine unanimité dans la définition, dans le sens que nous restons complètement scientifiques. Quand nous parlons des malédictions, eh bien, nous voulons apporter cette expression sur les champs scientifiques. Une malédiction, ok, nous avons dans malédiction deux mots. Une diction, c'est-à-dire dicter, quelque chose qui est dicté. Et le mal, c'est le mal. Ok, le mal, c'est disons une vibration négative dictée. Alors, par malédiction, on veut entendre quelque chose de négatif, une vibration négative, ok, qui est attachée à la personne. Maintenant, la différence qu'il y a entre, par exemple, quand nous parlons d'un envoûtement, et que l'envoûtement regarde la personne. Okay? C'est quelque chose qui a à faire avec la personne. La malédiction, c'est quelque chose qui se répand. Je parlerai par exemple de la malédiction en termes, par exemple, parlons d'une outbreak d'un virus. Okay? Et par exemple, quand on parle de maladies hautement contagieuse, ok, qui part d'une personne et s'étend dans une communauté tout entière. Et parlons par exemple de Covid-19 ou parlons de l'Ebola. Alors chaque fois que nous avons affaire, tout comme la peste, chaque fois que nous avons affaire avec ces maladies qui ont cette capacité de diffusion énorme, eh bien, dans le monde ancien, c'est ce qu'on appelle malédiction. C'est-à-dire, c'est un mal qui est dicté et qui est là. Et quand on dit diction, ça signifie qu'il y a un programme. Il fonctionne par rapport à un programme, il fonctionne par rapport à un agenda. Okay? Il y a un agenda derrière cette action maléfique. Voilà, quand nous parlons de malédiction, nous devons comprendre avant tout dans quel contexte il est utilisé. Okay? La malédiction n'est pas en contraposition avec une maladie normale, plutôt du point de vue temporel, ce sont des termes qui se sont substitués. Okay? Dans le temps, quand on parlait des malédictions, eh bien, on voulait dire qu'on disait ce village-là est maudit. Alors, vous allez voir que ce village-là, par exemple, avait une contamination d'eau pour laquelle tous les peuples sont morts. Okay? C'est un langage qui doit être compris d'une certaine manière. Okay? Et comme on parle par exemple, comme l'on parlerait d'un virus ou comme l'on parlerait de la peste, comme l'on parlerait bien entendu d'une attaque bactériologique sur large échelle, eh bien, dans les langages anciens, tout comme dans un langage non strictement médical, ok, nous parlerons de malédiction. Dans un langage social, parce que quand nous parlons, voilà, virus, attaque de virus, diffusion de virus, nous sommes en train d'utiliser un langage médical.
Ok, maintenant, si je devais utiliser un langage social, eh bien, c'est une malédiction. Une malédiction. La médecine étudie les symptomologies, les symptômes dans la symptomologie. Okay? Et dans les symptômes, on regarde la réaction du point de vue du comportement du corps, comment le corps est en train de réagir par rapport à une normalité. En partant de cela, on peut observer ce qu'on appelle un virus. Okay? Il est objectif, mais nous savons que les maladies ne partent pas du corps physique, mais de l'esprit. Ok, que sur le plan du corps physique, nous observons les effets et non les causes. Ok, maintenant, quand nous rentrons dans l'étude des causes, une cause qui a une diffusion plus ou moins prononcée sur une population, sur un pluriel de personnes, eh bien, est définie une malédiction. Une cause qui est limitée à la personne en soi, ok, est appelée à tour un envoûtement, une possession. Il y a d'autres expressions autour qui ne me viennent tout simplement pas à l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer un parallélisme condivisé ou communicant, un parallélisme communicant. Nous devons faire la part parce que le langage ancien, ok, n'est pas en contraposition avec les langages moderno-médical, mais il est plutôt en juxtaposition. Ok? Alors, quand nous sommes en train de parler d'un envoûtement, ok, l'envoûtement crée une situation où la personne est bâillonnée, il est envahi des ondes de basse fréquence. Les ondes de basse fréquence, ce que nous observons, ce qui apporte les bandes de basse fréquence, les ondes de basse fréquence, eh bien, ce sont justement les envoûtements, ce sont justement les possessions qui, sur les plans médico-scientifiques, c'est-à-dire quand on a affaire maintenant avec les effets sur le plan physique, eh bien, nous avons des maladies. Nous partons des maladies que l'on peut comprendre, ok? Douleurs, ou bien des situations sociales que l'on peut ressentir de manière objective. On a difficulté à trouver un travail, on a difficulté à se retrouver dans le mariage, on a difficulté à finir ses études, on est embrouillé, on fait des mauvais rêves, on fait des cauchemars, on est somnambule, ok? Ça, c'est ce que nous observons sur le plan social. Il y a une série de comportements qui découlent de l'envoûtement, qui découlent de la possession, ok? Qui découlent comment l'on dit, des mauvais dits, ok? Qui ont une répercussion sur le plan social. Attention, nous sommes partis du plan strictement spirituel et énergétique et nous avons fait voir comment l'énergie impacte sur la vie sociale. Okay. Maintenant, après l'impact sur la vie sociale, okay, nous avons l'impact sur le corps physique. On a des douleurs, on a des crampes, tout d'un coup, on ne voit plus bien, le corps, on est très fatigué, on se sent essoufflé, on se sent époumoné, et nous avons ici des symptômes qui peuvent être définis ou indiqués avec la terminologie scientifico-médicale. Voilà, t'as ça, et puis nous ébouchons dans une étape suivante où les symptômes ou les effets des causes se situant sur le plan spirituel ou énergétique s'étant répercutés sur le plan social et puis sur un premier degré déterminé, défini avec des expressions disons scientifico-médicales, et nous arrivons à un deuxième degré, nous avons des maladies qu'on appelle des syndromes.
Quand on parle des syndromes, eh bien, c'est pour dire que la science ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans son corps. Voilà. Je suis parti du plan énergétique, arrivé à une conformisation, en faisant des traversées sur le parallélisme depuis le plan scientifique, depuis le plan énergétique, spiritico-énergétique, jusqu'à arriver sur le plan ou le langage scientifico-médical du 2e degré où on parle des syndromes. Alors, avec ceci, je pense avoir répondu à la question. C'est-à-dire, nous ne devons pas voir Alaa Fiaet pour quelque chose de mystique. Il n'est pas mystique, mais elle est scientifique. Mais en opérant à un niveau de science qui n'est pas, disons, régulier, qu'on ne rencontre pas tous les jours. Pourquoi? Parce que cette science n'est pas une science que l'on va étudier à l'école, avoir un diplôme appliqué. C'est une science qui dépend des caractéristiques qui échappent à la science moderne, d'autant que la science moderne ne peut que comprendre les choses sur la base d'études des choses objectives. Des études objectives. Il doit avoir les comportements de la matière. Il doit observer une personne. Il doit mettre une personne en observation, sous observation et porter à des déductions. Cependant, ce qui se passe dans le corps d'une personne et déjà ne constitue pas les causalités, mais sont les effets. Donc, la science moderne ou la médecine moderne est la médecine des effets. La médecine antique dans laquelle on retrouve Alaa Fiaet est la médecine de la causalité. La causalité est non matérielle. Elle échappe à la rationalité et à la pensée légère, contemporaine. Pendant que les effets sont du domaine de la pensée courante. Les effets sont physiques ou observables à des degrés. Les effets sont observables du point de vue de la société. On peut voir que quelqu'un a un malaise, on peut voir que quelqu'un est en train de souffrir, on peut sentir que quelqu'un n'est pas bien, on peut se sentir pas bien sans pour autant avoir un indicateur objectif de la situation. 2e degré, on voit que la personne est en train de pleurer de douleur, on voit que la personne fait difficulté à trouver un travail, on voit que la personne fait difficulté à se marier. Alors là, nous sommes à côté des effets observables. Souvenez-vous très bien des étapes que j'ai données pour pouvoir comprendre exactement. Nous devons sortir du Moyen-Âge africain. Nous devons sortir de la superstition africaine. Cette superstition est basée sur l'ignorance du fait où ce qui est invisible n'existe pas. Cependant, nous savons tous bien que les visibles découlent de l'invisible. Et que si quelque chose de négatif se passe sur le plan physique, c'est parce qu'elle existait déjà sur le plan invisible. C'est quoi le plan invisible? Ce n'est pas le plan mystique. Le plan invisible est défini scientifiquement comme le plan des causalités. Et les causalités sont de nature vibrationnelle. C'est-à-dire, nous avons affaire avec les bandes de fréquences. Et quand nous avons affaire avec les bandes de fréquences, la fréquence d'un corps, chaque corps vibre. Je veux que l'on comprenne cela. Chaque corps vibre. La vibration, c'est le langage du cosmos. Le cosmos vibre. C'est ce que moi j'appelle la musique du silence. La musique du silence, c'est l'absence des mots reflétés et une vibration, un concert musical fait des vibrations à des différentes tonalités, dans lesquelles les paroles s'ajoutent. Les paroles s'ajoutent. Quand nous jouons un instrument comme la guitare, les drums, nous amplifions les vibrations jusqu'à produire un écho audible à l'oreille humaine. Mais quand nous jouons de la musique, nous sommes en train d'amplifier les fréquences du cosmos. Et dans l'échelle d'amplification des fréquences du cosmos, la voix est la plus haute. Donc quand nous parlons, nous sommes en train de vibrer. Et vous voyez que nous nous comprenons par vibration, nous devons vibrer. Et la vibration part de la causalité. Avant de dire un mot, vous la pensez. La causalité, vous l'exprimez sur un plan de réflexion vibrationnelle perceptible par l'oreille. Et donc, je disais que nous devons sortir du garantisme et de la superstition africaine et embrasser, entrer dans le monde de la science africaine. La science africaine, contrairement à la science occidentale, est une science de l'étude de la causalité, l'étude des causalités.
les sciences occidentales et tout leur développement se basent sur les effets. Et oui, je disais que les sciences occidentales et tout ce qui en découle, comme sous-sciences comme médecine, chimie, biologie, ainsi de suite, sont basées sur le titre d'effet. C'est ce qu'on appelle l'observation. Okay? On observe les visuels, on observe les concrets, on observe ce qui est objectif, les objets. Et de l'étude des objets, de l'étude du comportement des objets, okay, on crée des déductions. On dit le changement d'un état à un autre, okay, cet état, un état est défini normalité, l'autre état est défini anormalité, c'est-à-dire on est en présence d'une maladie. C'est-à-dire on a une cause, okay, il y a un effet qui est le résultat de quelque chose qui a opéré. Quand quelqu'un est calme, c'est le résultat de quelque chose qui est en lui. On va dire, voilà, c'est un état de normalité. Et puis, quand quelqu'un est énervé, c'est le résultat de quelque chose d'autre. Mais ce résultat, n'est pas aligné, ne se trouve pas au même point d'observation principal. Et donc, on définit le second état comme un état anormal et donc une maladie, anomalie. La science ou les sciences africaines se basent sur les causalités. Les causalités ne sont pas basées sur l'observation objective, mais sont basées sur l'expérimentation, sont basées sur la connaissance des états de conscience et des champs de concentration. C'est-à-dire, la science africaine étudie les champs magnétiques, étudie les champs électriques, étudie les champs de l'énergie organique, les champs de l'énergie sexuelle, les champs de l'énergie spirituelle, leur fonctionnement depuis les corps subtils jusqu'au corps physique. La vitesse de cette énergie, la diffusion, l'intensité, l'ampérage. Okay. Et cette science-là, c'est la science de la causalité. Okay. Je donne un exemple. On va voir quelqu'un qui souffre du cœur. La science occidentale va aller tout de suite faire une enquête pour voir si la personne, qu'est-ce que la personne mange, si la personne est nerveuse. On va examiner l'environnement circonstancié de la personne, l'environnement objectif de la personne, pour comprendre, parce qu'ils ont dans leur catalogue un état normal de cœur, standardisé pour tout le monde, et ils observent qu'il y a un comportement qui n'est pas standardisé, qui est anormal, atypique. Et maintenant, ils vont aller chercher dans l'étude objective les conditions qui ont porté à ces déplacements, sans pour autant se soucier que les éléments qu'ils vont aller observer sont des effets d'une cause supérieure. Alors, dans l'étude africaine, par exemple, nous allons tout de suite aller vérifier quel niveau d'électricité est en train de passer dans ces corps. Parce que il y a un rapport entre l'énergie magnétique et électrique au niveau du corps. Le corps est censé avoir une énergie magnétique beaucoup plus élevée que l'énergie électrique, aux proportions de 1 tiers. 2 tiers d'énergie magnétique, 1 tiers d'énergie électrique. Et quand cette proportion mathématique change, okay, il y a quelque chose, il y a des conséquences, il y a des effets qui vont être créés. Mais la variation de cette énergie n'est peut-être de cette répartition entre l'énergie magnétique et l'énergie électrique au niveau du cœur ne peut se passer que quand il y a l'intromission d'un troisième corps. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train d'absorber l'énergie. Il y a la présence d'un corps ennemi. Il y a une présence d'un corps extérieur qui s'est introduit dans le système et est en train de pomper l'énergie. OK? Alors, maintenant, nous sommes là en présence d'une possession. Tout simplement. Maintenant,
on va déterminer comment est arrivée cette possession. Comment cette présence extérieure est arrivée à l'intérieur de ces systèmes. Comment il s'est introduit. Quand vous avez un virus dans votre computer, le langage ancien dirait que votre computer est possédé. Il y a plusieurs degrés de possession, comme il y a plusieurs degrés de virus. Quand vous avez un pop-up dans votre computer, eh bien voilà, nous allons dire voilà votre computer est sous, par exemple, nous allons dire, nous n'allons pas parler des possessions, mais nous allons parler un charme, c'est-à-dire l'expression m'échappe, qui n'est pas une possession, mais nous allons parler plutôt manipuler ou non, ensorceler? Non, pas ensorceler, mais nous allons parler de... Bon, le terme reviendra plus tard. Et maintenant, imaginons que vous avez un computer qui est connecté à un réseau. Et dans ces réseaux, prenons le cas d'une société. Ok, dans la société, vous avez plusieurs computers. Et maintenant, admettons que un computer a été contaminé d'un virus qui va se répandre sur tous les réseaux, contaminer tous les computers. Voilà, nous avons une malédiction. Voilà, nous avons une malédiction. Et j'espère, avec ceci, avoir mis un peu de lumière et fait de manière à ce que, en utilisant un langage codifié, l'on puisse comprendre de quoi on est en train de parler. Ceci dit, nous étions dans la présentation de la 6e édition à Lafayette, qui va commencer très prochainement, dans une ou deux semaines. Et nous allons ici essayer de faire les points de la 5e édition. La 5e édition a connu comme anomalie le Covid-19, ce qui a fait qu'il ne devait prendre que 2 mois, mais il a pris quelque chose comme 6 mois. L'INEB Amadou est resté dans la forêt pendant pratiquement 6 mois pour suivre tous les cas. Parce que à Lafayette, nous avons une mesure où nous avons une division. Il y a des cas simples, ok? Des cas simples, les mots qui m'échappaient, c'était envoûtement. Des cas simples, ce sont des envoûtements simples, des maladies simples, comme dans la médecine normale. Il y a des maladies, vous allez à l'hôpital, on vous dit, voilà, prenez ça, rentrez à la maison, vous allez prendre ça, on vous donne une cure. Ok? Aussi, dans Lafayette, il y a des maladies simples, des maladies spirituelles simples que l'on traite immédiatement, tout en étant là où on est, dans la capitale. Comme à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, on vous dit, tiens, mettez-les dans l'ambulance, apportez dans un hôpital général parce que son cas est grave. Alors, dans notre cas, les cas graves sont traités dans la forêt. On doit aller dans les sanctuaires. Et pour aller dans les sanctuaires, comme pour un hôpital, il y a des prénotations. On doit prénoter, ce n'est pas casuel. Et donc, dans notre cas, c'est pourquoi nous parlons en termes d'édition. Il y a un traitement qui se poursuit le long de l'année. OK? Mais quand on parle en termes des maladies graves, ok, d'hospitalisation spirituelle, parce que ce que nous faisons, c'est une hospitalisation spirituelle. Quand nous allons dans la forêt, eh bien, les personnes qui sont traitées comme dans la forêt sont les personnes qui sont hospitalisées spirituellement. Quand je dis traitées dans la forêt, je ne dis pas que nous apportons les personnes dans la forêt, ok? C'est-à-dire, nous traitons les personnes généralement à travers les moyens de communication, mais c'est plutôt les rituels des guérisons qui sont perfectionnés dans les sanctuaires des Théoutis qui se trouvent dans la forêt. OK? Et nous avons ici cette anomalie là qui a fait que les rituels ont dû, disons, l'hospitalisation ou la 5e édition a duré pratiquement 6 mois et l'INEB Amadou en est sorti vraiment fatigué parce qu'il a traité des sans s'arrêter pendant 6 mois et là il s'est reposé à peine 1 mois, il est déjà de retour pour commencer de nouveaux traitements. Et qu'est-ce que nous allons dire de la 5e édition? La 5e édition, nous avons découvert beaucoup de choses parce que chaque fois que nous traitons des personnes, nous affrontons des cas nouveaux, des situations nouveaux, des situations d'une complexité inouïe et ce qui nous porte à grandir notre niveau de compréhension et être en mesure de fournir
des traitements, tout comme des connaissances plus adéquates. Vous allez vous rendre compte que chaque édition, il y a plus d'informations, il y a plus des modalités et nous nous adaptons à cela. Nous avançons par découverte en instituant un protocole. Chaque édition a un protocole plus riche de la précédente. Chaque fois, parce que la prochaine, l'édition suivante est enrichie de l'expérience disons, de l'édition précédente. Et ce que nous avons connu à la fin de la 5e édition, et nous avons découvert que, à part les envoûtements, ok, et les envoûtements, les maris des nuits, les femmes des nuits, les possessions psychiques, les possessions démoniaques, et nous avons il y a toute une série, si je vais rentrer, nous avons parlé des maladies de la nuit, il y a toute une langue, là je ne vais pas rentrer comme ça, on a développé vraiment beaucoup on a catégorisé plus dans les maladies, on a passé, quand les livres à la etc., là vous serez à mesure de voir qu'il y a une catégorisation des maladies, une catégorisation qui est scientifique. Et là nous sommes arrivés à ce qu'on appelle les maladies des familles. On est parti de l'individu, on est rentré à l'intérieur de l'individu et nous sommes arrivés maintenant au point où nous avons découvert, nous rentrons dans les champs de compréhension de ce qu'on appelle les maladies des familles. Justement, j'ai fait le parallélisme avec les computers. Okay? La famille, eh bien, c'est comme une salle à computer. Et quand nous avons une maladie dans une personne qui se répercute sur tous les membres de la famille, comme pour un computer, quand un computer est contaminé, connecté à un réseau, eh bien, c'est tous les computers qui sont connectés. Et là, nous avons affaire à une malédiction. Comprenez donc, malédiction, ok, signifie une maladie sur le point de la causalité, ok, qui génère la même causalité sur toutes les autres maladies, sur toutes les autres personnes. Il y a des maladies, ok, il y a des situations dont la causalité ne peut générer que les effets sur les autres. Ok, ça c'est pas une malédiction. Quand ce ne sont que les effets qui sont ressentis par les autres, ça ce n'est pas une malédiction. Parce que les effets ont caractère social, sociopathique. Ok. Maintenant, la sociopathologie. Ok. Maintenant, quand nous avons une situation dont la causalité se multiplie, ok, sur les personnes circonstantes, les membres de la famille, et là, nous ce que nous appelons une malédiction. Et donc, la malédiction, c'est la maladie de la famille. OK? Et les malédictions, maintenant, ont des effets néfastes. Avant d'arriver à cela, nous allons introduire un fait. Quand vous allez créer une compagnie, on dit que votre compagnie a ce qu'on appelle une personnalité juridique. OK? Non? Il existe, non sur les plans physique, mais sur un plan qu'on appelle un plan de document, qui est un niveau d'artificialité. Cette personnalité existe. Il peut avoir une adresse, un compte en banque, des exigences, des conditions, et cette personnalité juridique, compagnie, peut interagir avec des personnes physiques. C'est-à-dire, la personnalité juridique compagnie peut engager des personnes physiques, il peut entretenir des relations avec des autres personnalités juridiques et faire des partnerships, des collaborations, ok? Et on peut interagir avec des personnalités physiques, engager quelqu'un au travail, lui donner un salaire, ok? Prendre soin de lui, ainsi de suite. Il est ici essentiel, et peut-être c'est la première fois que beaucoup d'entre vous vont entendre ces mots ici, que quand vous vous mariez, quand une famille se crée, il y a une entité spirituelle qui est née de cette union-là. Cette entité-là, c'est lui qui est indivisible. Quand on dit que l'homme ne désépare pas ce qui a été créé aujourd'hui, on est en train de parler de cette entité qui est créée. Maintenant, cette entité-là, famille, vous vous rendez compte quand vous avez dans une famille,
où il y a 7 enfants, et 7 enfants se sont mariés, vous avez 7 entités qui se sont mariées, qui vivent sous l'entité familiale représentée par les parents qui sont les géniteurs de ces 7 enfants. Un monde à côté des mondes ou un monde à l'intérieur des mondes. Monde à l'intérieur des mondes. OK? Et la famille créée, l'entité famille créée constitue le plan de causalité de la famille que nous pouvons observer sur les plans sociaux culturels. Et la famille que nous observons sur les plans socio-culturels et ce que nous voyons sur les plans physiques représentés par les membres physiques de la famille. L'entité spirituelle créée, l'entité énergétique créée entretient des rapports privilégiés avec chaque membre de cette famille. Les succès, les bien-être, la protection de ces membres dépend de cette entité, qui représente aussi ce qu'on appelle les systèmes immunitaires de la famille. Tout comme vous avez un champ magnétique autour de votre corps qui sert des systèmes immunitaires de votre corps, il y a un système immunitaire de l'esprit de la famille qui, lui, est porté non sur l'entité qui a été créée par les mariages. Eh bien, cette entité, avant tout, doit être créée. Et quand nous observons le monde africain tel qu'il est devenu aujourd'hui, eh bien, on observe une carence de ces points de vue-là. L'entité, pour être née, doit être créée sur les plans culturels. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les Africains, en se mariant, vont célébrer ce qu'on appelle les mariages civils, c'est-à-dire les mariages sous la présence présidée par une entité ou un représentant de l'entité coloniale. Je suis en train de parler de l'Afrique, pas de l'Europe. C'est-à-dire les maires de la ville, ainsi de suite. Et puis, on va procéder à un mariage culturel religieux, relico-culturel. Du fait que nous avons été absorbés d'une certaine manière, par la culture religieuse occidentale, protestante, catholique ou baptiste, c'est-à-dire les groupes de prière, nous célébrons un mariage culturel d'une culture dont nous n'appartenons pas. Nous avons, dans chaque deux présents, nous avons la famille de l'homme, la famille de la femme, nous avons les prêtres ou les pasteurs. Quand nous célébrons, il y a aussi ce qu'on appelle les parrains, non? Il y a les parrains dans les mariages civils, il y a les parrains. Et puis nous avons la famille de la femme avec son parrain, l'homme a son parrain, sa parraine, ainsi de suite. Et nous avons l'autorité civile. Dans les mariages religieux, nous avons encore les parrains qui sont là, ok? Maintenant, quand c'est là il y a un grand manquement. Quand nous allons célébrer le mariage dit coutumier, il y a les Ngunza. Pardon, il y a les Nzonzi. Les Nzonzi font instance des parrains ou des avocats culturels, mais nous n'avons pas un représentant de la culture. Et ce qui fait que ce que nous appelons les mariages coutumiers, à l'instar, nous pouvons la définir seulement comme, je ne sais pas moi, une transaction économique. Parce que ce ne sont pas les Nzondi, ce ne sont pas les familles. Vous ne pouvez pas aller dans un tribunal, chacun avec son avocat, et dire voilà, nous avons établi. Ce serait ce qu'on appellerait un faux procès. Un faux procès. Et quand vous allez dans un procès, et quand c'est lui qui a marié, par exemple, on a eu des cas de faux pasteurs qui vont célébrer un mariage. On va vous dire que ce mariage n'est pas, comment on dit? Nul et void. Est nul, est vide. Ok? Si vous allez faire un mariage devant un faux maire, le mariage est nul et vide. Pourquoi le mariage est nul et vide? Parce que ce mariage a été célébré sans la présence de quelqu'un investi de l'autorité qui devait présiéger, ou de l'autorité de l'État culturel, c'est-à-dire l'autorité coloniale pour les Africains, et de l'État ou les représentants par domination culturelle, religio-culturelle, c'est-à-dire les pasteurs ou les prêtres.
Alors, quand nous faisons les mariages africains, nous faisons ce que nous appelons les mariages coutumiers. Ce sont des mariages qui portent des vices, dans le sens que ce sont des mariages vides et nuls. Il y a la transaction économique qui s'opère, mais il n'y a pas une personne investie de l'autorité culturelle lui permettant, de conférer et de permettre la naissance de l'esprit de la famille. C'est lui qui va réaliser la naissance de l'esprit de la famille, du point de vue culturel. Eh bien, ça doit être une personne qui a été formée pour cela. Nous n'avons pas de mariage où les Ngunza viennent, dans le cas de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas un Sangoma qui vient célébrer un mariage pour le cas de l'Afrique du Sud. Et nous n'avons, et tout cela, vous voyez, sauf peut-être aujourd'hui aux États-Unis, nous avons des mariages kémétiques. Aux États-Unis, nous avons des mariages kémétiques où Baba Eru, nous avons Baba Mfundishi, où il y a beaucoup qui sont en train, les frères Djabar, qui célèbrent des mariages. Alors, dans ces cas-là, cette famille-là naît avec un esprit, c'est-à-dire avec l'entité qui accompagne. Toute manifestation physique est accompagnée d'une manifestation spirituelle, tout comme tout corps physique est accompagné d'une entité spirituelle. Et le mariage, ça vaut de même. Mais il y a des conditions pour que cela naisse. Qu'est-ce que cela a à faire avec les maladies des familles? Eh bien, nous avons en partance une famille malade. Nous avons une famille malade, nous avons une famille qui n'est pas protégée, nous avons des personnes qui ne sont pas protégées. Cette famille va avoir beaucoup de difficultés. Il va avoir des enfants malades. Les enfants vont naître malades, vont avoir des maladies. Ils vont avoir beaucoup de difficultés. C'est une famille qui va travailler beaucoup pour récolter très, très, très peu. Et à la fin de la journée, on doit se retrouver dans la maçonnerie et dans l'occultisme pour pouvoir voir ce que les autres. Pourquoi les gens vont dans l'occultisme? Pourquoi les gens vont dans la franc-maçonnerie? Pourquoi les gens vont dans tous ces incancars, ainsi de suite? Pour aller avoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas avoir ce que les autres ont en Occident? Les Indiens ne sont pas de la franc-maçonnerie. Tous les Occidentaux ne sont pas de la franc-maçonnerie. Les Japonais ne sont pas de la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas tous. Pourquoi on doit aller aussi à l'extrême pour avoir ce qui est garanti à tout le monde? Parce qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond et ce problème de fond est représenté par ce que je viens de définir ici. Voilà, j'ai défini le premier niveau des maladies des familles et nous allons continuer avec une deuxième émission. Et là, je vais m'arrêter pour aller dans les débats. Douane-Tchè. J'ai vraiment attendu ce moment pour être en mesure de poser beaucoup de questions parce que j'ai commencé à prendre note de mes questions. Et je vais commencer par les derniers éléments qu'on a énoncés, qu'on a cités là maintenant. Parce qu'on a parlé, par exemple, de la malédiction. C'est une maladie de la famille. Et donc, l'entité familiale. Donc, si je comprends bien, c'est dû au fait que quand on fait le mariage civil, il y a un représentant du maire ou de l'État qui est là. Le mariage religieux, il y a un représentant de la religion qui est là. Oui. Et dans le mariage coutumier, il n'y a pas un représentant de la coutume. Et même, on a vu beaucoup d'abus où, certaines fois, ce sont les pasteurs qui deviennent le représentant coutumier. Donc, on a 2 fois un mariage religieux au final. Et je peux même attester de ça parce que pour beaucoup de Congolais qui sont venus s'installer en UK, premièrement, il y a 15 ans, quand je suis arrivée, 15 ans, 20 ans, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des mariages à l'église. Et plus tard, 5 ans plus tard, ils réalisent que leur mariage était nul et vide. Beaucoup de personnes ont réalisé que le pasteur n'ayant pas l'autorité civile, ne sachant même pas que ça existait, eh bien, ils sont retrouvés avec des mariages nuls et vides. Parce que beaucoup de prêtres ont ces 2 autorités. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en espace ou dans le vide de l'autorité culturelle, beaucoup de pasteurs et de religieux, ils prennent ce vide-là, ils s'insèrent dedans. Parce qu'en Afrique, par exemple, ou même partout, les représentants religieux peuvent célébrer un mariage, et un mariage qui est célébré, donc je peux dire religieux et statal, il y a des questions particulières qu'on pose pour représenter l'État. Et la personne doit avoir une représentation pour représenter l'État. Mais par contre, quand cette personne veut représenter la coutume, il n'essaye même pas de comprendre c'est quelle coutume, alors il vient s'imposer dedans pour créer encore plus de désordre.
Et donc, ce que j'allais poser, c'est que si, alors, il y a plusieurs familles, et quand on a parlé d'un réseau, on crée un réseau qui vient affecter les autres. Alors, comment se passe-t-il si, dans chaque famille, chaque couple devait créer un réseau de famille? Comment se passe-t-il, par exemple, que une personne qui est possédée ou une personne qui a des problèmes spirituels pour lui-même peut contaminer, par exemple, une cousine à lui? Parce que cette cousine, elle appartient à une autre entité familiale. Oui. Ou comment ça se passe que ça peut aussi impacter à sa cousine, par exemple? Douane-Cher. Il y a l'impact est clair et l'impact dépend de certains éléments, ok? Très direct, ok? Premièrement, étant cousine, c'est-à-dire vous descendez des pères et mères qui sont frères et sœurs. Ok? Et en fait, dans le langage africain, on ne dit même pas cousin. On ne dit même pas cousine. C'est ton frère. Ok? Et chez nous, dans le langage africain, les cousins, ce sont les gens, les gens du quartier avec lesquels on a grandi. Ok? Alors, mais cependant, les problèmes se posent quand même. C'est, dans un premier temps, la personne qui a reçu la malédiction, il a reçu la malédiction parce que, admettons que c'est les cousins, la famille dans laquelle il fait partie, l'entité de la famille n'est pas n'est pas puissant. Il est faible. La force vitale, parce que ce dont on parle, c'est de la force vitale de la famille. Cette force vitale est déjà affaiblie. Mais comme l'autre famille aussi, c'est-à-dire la famille du cousin aussi, se trouve dans la même situation, la contamination est directe. Mais admettons que l'autre famille avait sa force vitale, ok, la contamination n'adviendrait pas. Et là, nous avons déjà un problème, parce que du fait qu'il y a ces problèmes qui se créent dans la famille, c'est-à-dire les forces vitales familiaux du deuxième degré sont anéanties. Mais si les forces vitales du deuxième degré sont anéanties, c'est parce que les forces vitales du premier niveau, c'est-à-dire des parents, étaient déjà anéanties. Il y a une grande porte ouverte là-haut et qui permet à tout de pouvoir rentrer. Mais attention, il y a des cas où une malédiction peut aller toucher une personne d'une autre famille non intéressée du tout. Et oui. Alors, cette personne ne sera pas maudite, mais sera envoûtée. Admettons dans les cas des jeunes qui vont vivre ensemble, ok, ou dans les cas comme l'on fait des mariages aujourd'hui, des mariages que j'appelle des mariages à carton, ok, parce qu'il n'y a pas une autorité spirituelle, parce que dans les mariages africains, pourquoi on a besoin d'une autorité spirituelle? Parce que l'autorité spirituelle va aller vérifier ce qui se passe dans chacune des familles. Il va appeler les nzonzi de chaque famille, qui aujourd'hui on prend n'importe qui à la rue. Non, les nzonzi doit être quelqu'un de la famille. Aujourd'hui, on part à la rue, on prend quelqu'un, un oncle qu'on appelle de la rue, jusqu'au... Non. Alors, les Ngunza doivent être quelqu'un de la famille, à qui les Ngunza ou l'autorité culturelle va rappeler et lui demander qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Ok? Parce qu'il doit avoir le pouvoir de voir. Et avant que les Ngunza ou l'autorité culturelle puisse permettre à la famille, il doit pacifier les deux familles. Il doit limiter les mauvaises herbes. Il doit éviter que les mâles puissent se reproduire dans ces nouvelles familles-là. Alors, il va conduire un travail avec les deux familles pour enlever les mauvaises herbes. Et après avoir fait là, c'est à ce moment-là qu'il va permettre les mariages. Et nous avons un bon mariage. Nous avons un mariage valide sur le champ de la causalité. Ce n'est pas toujours sur les effets, on fait les fêtes, on met les robes, on danse. Non, ça c'est les effets. La causalité déterminante. Et quand cela manque, nous avons commencé une nouvelle chose avec une vieille maladie. Parce qu'on va se porter les maladies qui viennent des familles. Et on commence une nouvelle chose, une nouvelle famille avec des maladies anciennes. Comment cette famille va avoir des difficultés énormes. Des difficultés énormes. Là où la question est très, très, très fondamentale, c'est ce point-là. Maintenant, admettons que les familles comme les mariages qu'on voit aujourd'hui, que j'appelle les mariages en carton. Ok? Et les maris, ok, viennent d'une famille maudite qui a une malédiction.
La femme ne vient pas d'une famille maudite, mais il n'y a pas de puissance de cette famille-là. La force vitale de la famille est amoindrie. Il n'y a pas de gens qui voient dans la famille. Les Nzondi, ce ne sont pas des gens qu'on va prendre pour les mariages. Les Nzondi, ce sont les gens qui voient dans la famille. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va commencer à dormir sur les mêmes lits et va dormir, manger peut-être dans la même assiette, passer beaucoup de temps avec une personne maudite. Et les vibrations de la malédiction vont l'atteindre. Et dans ces cas-là, la personne ne sera pas maudite, cette femme ne sera pas maudite, mais il va avoir un envoûtement. L'envoûtement qui naît du mariage dans lequel il est. Il va commencer à avoir des mauvais rêves. Son corps, il va se sentir chaque fois fatigué. Il va dire, mais quand je dors, je sens un combat la nuit. C'est comme si on veut m'attaquer. Quelqu'un de ma famille veut faire du mal. Non, c'est la malédiction qui est liée dans la famille du mari qui est en train d'agir sur elle. Sans qu'il puisse le savoir, il va avoir, et s'il continue, il va avoir une des manifestations, c'est quand on commence à avoir des enfants handicapés. Des enfants qui sont retardés mentalement. Des enfants qui ne parlent pas à l'âge voulu. Toutes ces manifestations-là, ce sont des choses qui pouvaient être évitées amont. Mais comme on veut bypasser l'autorité culturelle, eh bien, on a tous ces genres de problèmes-là. D'où en est-il? J'avais encore une autre question. Alors, ma deuxième question, c'était par rapport à quand on a parlé de l'énergie magnétique. Donc, on a parlé que dans le corps, en général, on est censé avoir plus d'énergie magnétique dans son corps. Dans son cœur. Dans son cœur. Ah, que c'était dans son cœur. Donc, dans son cœur. Et plus que l'énergie magnétique que l'énergie électrique. Alors, ça m'a fait penser que, en général, les femmes, ce sont des êtres avec de l'énergie magnétique. Donc, les femmes ont plus d'énergie magnétique en général. C'est comme ça qu'on dit les femmes aiment beaucoup. Voilà. Et donc, maintenant, imaginons que, comme ce sont les femmes qui ont plus d'énergie magnétique, est-ce que ça montre aussi que ce sont les femmes qui seront le plus touchées de ça? Parce que ça veut dire que, comme eux, généralement, ils doivent avoir beaucoup plus d'énergie magnétique et que si elles sont ignorantes, eh bien, on va retrouver avec énormément de femmes. Parce que même avec Alafiaet, je me suis rendu compte qu'on a eu beaucoup plus de femmes qui se sont rendues compte et qui sont venues pour faire des traitements. Et je me pose la question si c'est simplement parce que du fait que la femme, elle doit avoir beaucoup plus d'énergie magnétique que l'homme, parce que c'est sa manière, c'est sa nature. Et donc, ça veut dire qu'un débalance, c'est comme un débalance hormonal. Chez une femme, ça s'expresse de manière vraiment très forte. Par contre, un débalance hormonal chez un homme, ça peut être très minime, ça se voit presque pas. Et donc, ça veut dire que si maintenant une femme, elle est dans une débalance, ça veut dire que ça lui affecte beaucoup plus que l'homme. Absolument. Il y a un dé traditionnel qui dit un homme aveugle, ça va. Une femme aveugle, c'est une catastrophe. Ok? Donc, la femme étant un être magnétique, elle attire. Ok? Et justement, elles sont les plus touchées par la malédiction. Ok? Mais, des fois, on n'observe pas ça très bien. Pourquoi? Parce que l'énergie magnétique est en capacité d'entretenir. Il peut tenir quelque chose en magnétique et la renfermer autour d'elle ou en elle. Ok? Et c'est pourquoi, justement, il y aura maintenant des enfants maudits qui vont naître. Ok? Par contre, l'homme est affecté tout de suite par la malédiction. Quand un homme est maudit, on le voit. On le voit de manière objective parce que l'homme principalement est sans énergie. Il puise l'énergie de sa mère. Et il est affecté tout de suite parce qu'il puise de l'énergie qui est maudite. Il y a un effet direct sur lui. Ok? Par contre, la femme, quand elle est sous la malédiction, des fois c'est inobservable. Des fois c'est inobservable. On ne se rend pas compte. Quand est-ce qu'on voit qu'une femme vit sous les effets de la malédiction ou est dans la malédiction? C'est quand elle commence à avoir des enfants généralement. Ou quand elle arrive à l'âge où elle doit se marier, commence à avoir beaucoup de complications, des problèmes. Ou quand elle se marie, elle a des enfants, elle commence à produire ce qu'on appelle des fruits périmés, des fruits abîmés. Ok?
Alors, les enfants naissent des handicapés, les enfants ont des troubles mentaux dans la naissance. Okay? Et là, on sait qu'on est en présence d'une malédiction. C'est très difficile c'est pas aussi objectif pour la femme qu'il est pour l'homme. Parce que la femme ayant beaucoup d'énergie, étant très magnétique, eh bien, servi. On le voit aussi avec les vaccins aujourd'hui. Un homme vacciné, paf, il devient tout de suite, pendant que la femme, elle gère assez bien la situation. Parce que le point sur les vaccins, ça montrait comment il y avait des vaccins qui étaient faits pour targeter simplement la population noire et ça, je parle d'une recherche en UK, en Grande-Bretagne, là où je me trouve, et aussi en Amérique. Mais ils ont retrouvé qu'une chose, que ça faisait beaucoup plus de cas on appelle ça Down syndrome, et ça faisait beaucoup plus de cas de problèmes chez les hommes, donc chez les garçons, que chez les femmes. Pour une raison ou une autre, la femme a été en mesure son énergie est en mesure de vraiment de retenir ça, et ça devient comme un gène qui passe. Et ça s'active pas sur la femme ou sur le bébé au final, sur le bébé féminin à qui on vaccine. Et c'est comme ça que dans beaucoup de cas de vaccination, en général, les statistiques, c'est que ce sont les garçons qui sont le plus affectés, ou les bébés les masculins qui sont plus affectés que les femmes. Les femmes, ouais. Et donc, on va voir dans des cas où, dans une famille, et ça emmène très bien à là où j'allais poser ma deuxième question, qui est que, par exemple, en Afrique, pour beaucoup de personnes qui sont nées en Afrique, moi, j'ai vu, quand on est venu ici, tous les enfants qui sont nés ici, tout, sans exception. Hein. Donc, du moment, je peux dire que il y a un moment où, dans la famille, il y avait les enfants qui naissaient, les enfants naissaient il y avait des cas où il y avait des personnes qui avaient peut-être des maladies pulmonaires ici, ou un peu de problème en étant bébé, mais en grandissant, ça s'arrangeait tout seul. Mais quasiment tous les enfants de ma famille qui sont nés en Europe ont tous eu des problèmes d'allergie, des problèmes de peau, et on a eu des problèmes de peau, donc vraiment d'eczéma, mais de manière extrême, où on ne peut pas utiliser des savons communs, on doit utiliser des savons médicaux. Donc, c'est les eczémas vraiment cutanés, je peux dire. Ouais. Et il y a ça, mais il y a aussi le point qui était que, et même dans l'alimentation, ça faisait que tellement très mal que le bébé, au fait, le bébé, il génère directement une allergie très forte. Et je pense que beaucoup de familles qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. C'est une des allergies que dans le monde noir, franchement, on n'avait pas connues je dirais, pour ceux qui sont venus en Europe dans les derniers 20 ans. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas, vraiment pas. Alors, on s'est trouvé avec ça. Et maintenant, je me pose une question si, comme on dit, qu'est-ce qui fait que, par exemple, en Europe, on a beaucoup, beaucoup de cas dans la communauté mélanoderme, ou dans beaucoup d'autres communautés aussi, d'avoir des enfants nés avec des problèmes. Parce que justement, la naissance, c'est un procès qui régénère même la femme. Une femme enceinte, elle a des longs cheveux, elle a des longs ongles, elle a beaucoup de vitamines. Et c'est vrai qu'ici, on masque avec le fait qu'on donne des vitamines à la femme. Mais en général, la grossesse vient avec beaucoup d'énergie, de renouvellement. Ce qui fait que l'enfant qui naît, c'est comme un fruit dans un arbre. Si dans un arbre, il y a un fruit qui dès qu'il est jeune, est déjà pourri, il y a un problème dans l'arbre tout entier. Et ça, les personnes qui cultivent le savent très bien. Mais quand ça vient pour l'être humain, quand un enfant naît avec un problème, ou encore, en général en Europe, on ne nous dit pas au fait que le problème vient avec les vaccins, dans beaucoup de cas. Mais quand un enfant naît avec un problème, les générations ou la culture précédente savaient que directement, il fallait commencer à faire un travail dans la famille parce qu'il y avait un problème. Et on a perdu ça. Mais justement, j'allais poser la question pour dire que si ce sont les mêmes familles qui avaient déjà ce débalance depuis l'Afrique, comment se passe-t-il que là où on se trouve en Europe maintenant, avec toute cette technologie qu'il y a à l'hôpital, mais les enfants naissent avec beaucoup plus de problèmes qu'on trouve en Afrique. Et maintenant, je pense même que dernièrement, en Afrique, ça commence aussi à contaminer l'Afrique aussi. Donc, je peux dire ces derniers 5 ans. Mais en général, moi, je dirais parce que j'ai passé énormément de temps avec des femmes enceintes depuis que je suis petite. Et donc,
je peux vraiment attester à ce fait que j'ai vu un changement complet. Que j'ai vu de mes propres yeux, mais en même temps, j'ai aussi suivi des statistiques qui montrent ça aussi. Et qui montrent même que le taux, par exemple, de mortalité de femmes enceintes, des femmes enceintes mélanodermes, en Europe et en Amérique est très, très élevé. Donc, on voit comment non seulement les bébés sont affectés, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que en des cas même, la femme ne survit même pas. Ben, et donc, c'est vraiment pour dire que d'où ça vient, pour que les gens puissent vraiment bien comprendre ce point-là. Parce que beaucoup d'entre nous, on aime voir les choses de manière personnelle. Mais en général, quand un arbre donne un fruit qui est pourri, quand ce fruit est jeune, toute personne qui sait cultiver sait que l'arbre est malade. C'est pas le fruit qu'on va traiter, on va traiter l'arbre entier. Ouais. Et donc, douane et tiers. Donc, si on peut avoir un éclaircissement. Oui, justement, nous avons parlé des familles qui sont en Europe. Et de plus en plus, comme l'on dit, même les faux mariages culturels qui étaient, les mariages coutumiers qui avaient été célébrés a perdu toute valence, ok? Où on se retrouve qu'on s'est fait célébrer un culte par un pasteur qui lui-même veut représenter deux cultures. Il est ni dans l'une, ni dans l'autre. Et sur le point de vue légal, il n'est même pas reconnu. On a un mariage vide. Ok? C'est que l'on ne comprend pas que un mariage vide ouvre les portes. C'est ce que j'appelle les mariages en carton. Les mariages en carton ouvrent les portes et il n'y a personne pour les défendre. Ok? Maintenant, mis cela, chaque araignée est vulnérable hors de la toile d'araignée. Okay. Chaque araignée est vulnérable hors de la toile d'araignée et du fait qu'on vit sur un territoire qui est structuré pour ne pas... Ce n'est pas la question d'être dans un territoire étranger ou être hors de son territoire. Vous vivez dans un territoire qui est déjà structuré, qui est déjà habité. Okay? Vous savez, c'est comme quand tu prends différents animaux. Un animal peut aller dans la brousse, ok, non? Mais quand un animal tombe dans le nid des serpents, eh bien, sa vie est en danger. Pourquoi? Il y a une vie différente dans cet endroit-là. Okay? Et quand on se retrouve dans un étranger, eh bien, on se retrouve comme dans un nid en serpent, on est encore beaucoup plus fragilisé. Okay? Et cela accentue. Pourquoi dans les derniers 5 ans, il y a eu une explosion de la situation? Et parce que la maladie tend à devenir pire année après année. Et si l'on continue comme ça, dans 5 ans, d'ici, on aura encore beaucoup plus de problèmes. Beaucoup plus de problèmes, ok? Et vous savez, il y a des cas antiques dont je suis en train de recevoir la vision. Là, les ancêtres me répondent tout, j'ai reçu la raison, ok? Vous avez déjà vu des cas des femmes qui tombent enceintes, ok? L'enfant se développe dans l'estomac, dans l'utérus, se développe très bien, se forme, ok? Arrive jusqu'au 9e mois et puis meurt. Les enfants morts-nés. Ok? Ça, nous ne sommes pas encore en train de voir ça. Il y a des cas quand même aussi. Très réduits. Très peu. Ok? Mais qui sont en train de monter. Parce que la plupart que nous avons connus, c'était des avortements dans les premiers, 2e mois. Mais plus que nous sommes en train de laisser cette maladie devenir puissante, nous allons arriver à avoir des enfants qui ou meurent immédiatement avant d'être accouchés, ou est accouché et meurt immédiatement après. Comme l'on dit, les problèmes, ce n'est pas dans les fruits, les problèmes se trouvent au niveau de l'arbre. Et ce n'est pas la consultation médicale qui commence à observer les corps de la femme, c'est-à-dire les effets qui vont porter la solution, parce que les problèmes se trouvent dans la causalité. Et ces phénomènes-là, tout comme on voit les avortements en série, tout comme on voit spécialement ici en Europe, beaucoup de femmes noires qui vont donner naissance meurent. Ok, ça c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, qui est très fréquent. Quand on regarde les statistiques, c'est alarmant. Beaucoup de filles noires qui vont donner naissance meurent sur le lit de l'hôpital depuis les États-Unis jusqu'en Europe. Ok, eh bien ça c'est une malédiction. Parce que ce n'est pas une femme noire à l'année. On en a 1000, 4000, 5000. Cela n'arrive pas chez les Asiatiques. Cela n'arrive pas chez les Blancs.
Et là, c'est une malédiction. Là, nous sommes en présence d'une malédiction. Et par contre, tu as dit antiquement... Oui, tu as dit qu'antiquement, ce cas-là des enfants morts-nés ou qui mouraient au 9e mois, et c'était pourquoi? C'était quoi la cause? Les mêmes causes. Les mêmes causes que nous avons aujourd'hui. Les mêmes causes que nous avons aujourd'hui. La destruction de la culture a produit cela. Les mêmes causes exactement comme aujourd'hui, comme hier, comme aujourd'hui. Alors, ça c'était ce que j'allais à présenter pour cette première partie de Alafia Het. Et nous allons faire une deuxième partie parce qu'aujourd'hui, on a annoncé les problèmes, ok? Et je pense que dans la prochaine émission, nous allons maintenant, qui va faire partie d'une de mission de Alafia Het, la 6e édition, c'est la maladie des familles. Aujourd'hui, les titres de l'émission étaient exactement ouverture de la 6e édition, introduction, présentation à la malédiction des familles et comment s'en débarrasser, ok? Demain, plutôt, nous allons voir directement Alafia Het, les maladies de la famille, ok? Et comment les traiter. Et dans cet instant-là, nous allons entrer en profondeur. Doua Necha. Doua Amonra Doua Neb Ercher.